Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de OZEF Podcast. Je suis avec Stéphane. Salut Stéphane. Salut Thomas. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va, tranquille. Donc on a terminé la seconde saison de The Last of Us. Ouais. Je l'ai terminé avant-hier, moi. Je crois que... Ouais, pareil. Au moment où on enregistre. Ouais. Donc c'est encore tout frais. On s'est dit que c'était cool d'en parler, d'en discuter, puisqu'on n'avait même pas parlé de la première saison. Non. Donc toi, avant d'attaquer comme ça, juste rapidement, t'as aimé, t'as pas aimé ? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est une série, je pense que c'est une série que j'aime beaucoup sur le moment. C'est vraiment un plaisir instantané. Après, voilà, une fois que je suis plus dedans, c'est pas, je vais pas me réveiller la nuit pour y repenser, quoi. Mais voilà. Ouais, moi aussi, j'ai plutôt apprécié la première saison, la seconde saison, à peu près au même niveau, je trouve. Ouais. Voilà. On va moins parler de la première, on va s'attarder surtout sur la seconde, voilà. Oui. Donc on attaque tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, donc ça a été écrit par Craig Mazin. C'est le mec de Tchernobyl. Exactement, ouais. Alors il était surtout connu pour faire de la comédie. Ouais. Je sais pas si tu savais. Non, j'ai pas suivi son Il a écrit parcours. 2 Scary Movie. Ah, d'accord. Ouais, il a écrit 2 Scary Movie, il a écrit 2 Very Bad Trip. Et Ok. c'est lui qui a réalisé Super Hero Movie. Ah, ben, tu m'en apprends une. Donc voilà, ouais. Mais genre la comédie bien potache, tu vois. Ouais. Mais il a aussi... est-ce qu'il a... Parce que, encore une fois, moi, j'ai pas trop suivi sa carrière. Il a quand même un apport visuel aussi sur la série par rapport au fait que... Enfin, parce qu'il y a Neil Druckmann aussi, le créateur je comprenais pas, tu parles de Last of Us là. Ouais, sur Last of Us. Enfin, ouais. Ouais, en fait, ils étaient en binôme en fait. Voilà, ils sont en binôme. Voilà. Parce que l'écriture à la base, c'est... Enfin, ils l'ont fait à deux, ils ont adapté à deux. Voilà. Ouais, ils ont adapté à deux totalement. Donc oui, ils sont en binôme avec Neil Druckmann, donc un des créateurs du jeu vidéo The Last of Us. Franchement, Tchernobyl, moi quand on m'a dit que c'était le mec qui avait fait Tchernobyl qui faisait The Last of Us, j'ai dit c'est le meilleur choix qu'ils ont pu faire. La continuité logique de... Parce que la série Tchernobyl, l'ambiance, il y a des passages horrifiques. C'est ça colle totalement avec le post-apocalyptique, là, pour le coup. Donc j'étais à fond, hein. Moi je me suis dit, ça va être mémorable. De ce point de vue-là, j'ai légèrement été déçu parce que je préfère 100 fois Tchernobyl. Tu vois. Ouais. Mais bon, après, je trouve qu'ils se sont bien émerdés en termes d'adaptation. On va le voir, on va développer là-dessus d'ailleurs. Donc c'est en 2023 qui balance ça, la première saison. Ça a cartonné. Ouais. Ça a très bien marché. Ça a suivi vraiment l'impact qu'a eu les jeux à peu près. C'était très attendu aussi. Ouais, voilà. C'était très attendu. Mais même parmi ceux qui n'ont pas fait les jeux, je pense que parce que je suppose que HBO ils attendent plus que juste plaire aux fans. Ouais. Je pense que parce que sur les séries c'est assez compliqué de renouveler à chaque fois les saisons, donc et de ce côté-là ils ont réussi quand même à ramener non seulement les fans, ceux qui ont fait les jeux. Et des gens qui sont même pas au courant, qui feront jamais les jeux de leur vie ou qui savent même pas que c'est tiré d'un jeu ou tu vois. On le verra un peu plus tard, ça je vais en parler, mais si tu as jamais fait les jeux, tu vas vraiment beaucoup plus apprécier, je pense, la série. Mais bon, ça on verra. En préambule, je voulais parler de Bella Ramsey. Parce qu'elle s'était fait un peu cracher dessus sur la première saison. Elle s'est fait déverser. Moi j'ai pris des notes là-dessus aussi parce qu'elle s'est fait déverser. Voilà, je préfère qu'on l'évacue maintenant parce que c'est genre un truc qui me met les nerfs en plus. Première saison, donc tout le monde se plaignait, elle ressemble pas à Ellie. Bon, c'est vrai, elle ressemble pas à Ellie, mais on s'en branle un peu de ça. Mais, bon, mais là, par contre, sur la seconde saison, c'est Internet, c'est déchaîné. Quoi. Ouais, je sais pas pourquoi, de la première à la deuxième, pourquoi les gens n'ont pas... Enfin, on va dire, allez, le seul argument valable, c'est celui que tu as cité, mais vraiment, je mets des grands guillemets, parce qu'à la limite, on s'en fout complètement. Qu'elle ressemble pas au perso du jeu, mais je peux l'entendre. Oui, je suis d'accord avec toi, je peux l'entendre. Si c'est juste cosmétique, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'il la trouve moche. C'est ça aussi. Donc c'est ça le... en fait, voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est cosmétique, allez, je peux l'entendre, même si c'est un argument un peu tout pété. Mais voilà, moi, à la limite, si j'étais comme eux, me dire, elle ressemble pas, mais au bout d'un épisode, c'est bon, quoi. Enfin, tu passes à autre chose, tu vois. Exactement, bien voilà, sûr. Au bout de 20 minutes, tu dis, ok, bon, je vais m'y faire. Et puis, encore une fois, bon, ça, on en parlera dans le travail d'adaptation. Ouais. C'est quoi l'intérêt d'avoir vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu pareil à l'image près, tu vois. Absolument aucun intérêt. Voilà. Moi, je la trouve, dans la première saison, je l'ai trouvée bonne, mais pas exceptionnelle, tu vois. Oui. Mais dans la seconde saison, j'ai trouvé vraiment bonne. Moi, je trouvais qu'elle avait des mimiques un peu de surjeu aussi dans la première saison, un peu dans la deuxième quand elle fait genre... tu vois qu'elle commence à être amoureuse, machin. Ouais. Je trouve que dans son regard, c'est un peu surjoué. C'est le seul moment où je me dis, bon...
c'est pas une grande actrice, etc. Maintenant, on va parler grossièrement comme vu qu'elle s'est pris des tombereaux de merde. Il la trouve moche. Maintenant, à quel moment elle est censée être belle dans ce jeu? Enfin, je veux dire, je sais, dans l'histoire de ce jeu, c'est absurde, totalement. Et je suis le premier à gueuler quand il y a des trucs un peu débiles, quand on met un peu au forceps de la diversité et tout sans que ce soit. Tu vois. Le problème, c'est que la diversité, maintenant, pour les gens qui critiquent ça, c'est qu'à la base, la diversité, c'est, enfin, ce qu'on parle de wokisme, c'est justement ce qui concerne les minorités. Ouais, bien sûr. Maintenant, on parle de wokisme parce que on a une femme. Ouais, une femme, c'est 50% de la population mondiale. Je veux dire, tu vois, il n'y a pas de minorité. Des moches aussi. Je suis d'accord. Moches, c'est 50... Enfin, je sais, j'ai même pas le chiffre, mais des moches, c'est plus de 50% de la population mondiale aussi. Donc, voilà, maintenant, on accuse sur des trucs, mais vraiment, qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était à la base. Rien que le terme wokisme, ça veut rien dire. Voilà, on va pas rentrer là-dedans, c'est débile. Non, mais... Comment t'expliquer? Genre, si tu me dis, allez, on va faire Tomb Raider. Ouais. Et Lara Croft, ça va être une fille qui fait 120 kilos. Tu vas dire, c'est pas crédible. Elle est censée être sportive, qui saute partout. Oui, il faut trouver des justificatifs scénaristiques. Voilà, tu vois, donc là, tu peux très bien dire, non, mais c'est pas du tout raccord avec ce qui est censé être le personnage. Tu vois. Oui, mais Lara Croft... Là, j'ai pris Lara Croft, mais on peut parler d'autres personnages masculins. On peut parler d'autres persos, mais Lara Croft est un personnage très marqué par son physique, il faut dire ce qui est, alors que Ellie, pas du tout. Ellie, c'est une fille banale. Et voilà, déjà, voilà, encore une fois, pourquoi elle doit être belle, quoi. Enfin, dans le scénario, c'est pas Basic Instinct, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? À quel moment la fille doit être belle ou canon? Et le truc, c'est qu'en plus, on parle des canons de beauté actuels, tu vois. C'est ça. Donc là, pour Tomb Raider, je parlais même pas des canons de beauté, je parlais juste d'un physique svelte, tu vois. Exactement. Et tu vas pas mettre une femme qui a un surpoids pour jouer une aventurière qui est censée sauter partout, faire de l'escalade et tout. Donc là, je pourrais l'entendre, mais comme tu disais pour Ellie, ça n'a aucun putain d'intérêt qu'elle soit grande, petite, noire, blanche, on s'en fout. Exactement, en fait. Parce que moi, pareil, je vais pas faire le chevalier blanc. Enfin, moi, je m'en fous de ces histoires de, tu vois. Je suis pas là pour faire, comment dire. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Montrer que je suis vertueux, à défendre. Je m'en bats les couilles, mais même, tu vois, on peut même répondre à ça. Enfin, moi, j'ai pris des notes là-dessus parce que je me suis dit, bon, c'est la toxicité, ces arguments, mais pourquoi pas essayer de répondre avec des arguments, des éléments qui peuvent être justifiés dans la série. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai noté, par exemple, c'est que, elle correspond pas aux critères de beauté actuels. Mais est-ce que ça renforce pas le personnage, justement, par rapport au jeu? C'est un personnage qui est vraiment, elle est perdue dans ce monde, tu vois. De par sa sexualité, parce qu'elle est gay, et de par aussi le fait que, de par son physique, ça en rajoute, en fait, tu vois. Parce que ça la rend encore plus, tu vois, un peu... Ça va être moche quand on dit ça, mais c'est pour... Vous allez comprendre, elle est banale, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une fille que tu peux rencontrer n'importe où, n'importe quand. Exactement. Tu vois, donc je pense que c'est même plus justifié... Enfin, pour le coup, c'est même plus pertinent que dans le jeu, au final. Tu vois, parce que, justement, ils ont renforcé... Dans le jeu, elle est jolie. Oui. Elle correspond totalement au canon de beauté actuel. Après, sauf dans le 2, un peu moins, tu vois, parce qu'il a endurci un peu à Sarah Connor, tu vois. C'est ça. Et aussi, le fait que dans son physique, elle fait un peu juvénile aussi, tu vois. Ouais. Elle est censée avoir, je crois, 21 ans dans la série. Je sais pas quel âge a l'actrice, mais elle fait gamine de 14 ans, tu vois. Ça aussi, ça renforce le perso parce que c'est un perso qui prend jamais ses propres décisions, tu vois. Et elle est toujours contrôlée par les uns et les autres. Et c'est ce qui se passe. On va spoiler, hein, ou pas? Oui, on spoil. On prévient, on spoil. Ouais. Donc, c'est ce qui se passe à la fin avec Joël, hein, la fameuse scène, enfin, le fameux final de la saison 1 où Joël prend les initiatives à sa place. Ouais. Et ce qui va emmener, donc, non seulement le fait que le monde aurait pu être sauvé si elle-même avait peut-être pris la décision de se laisser mourir. Et ça va enchaîner, tous ces événements-là va enchaîner sur la mort de Joël, quoi. Et le problème, c'est que c'est comme si elle-même était impliquée, tu vois. Elle devient la cause d'un truc, c'est même pas elle qui a décidé. Et tu vois, je trouve que aussi le physique, ça joue aussi, parce que ça la rend encore moins crédible aux yeux des autres, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être lancé dans la saison 2, c'est que elle va prendre en main les choses elle-même. C'est ça, Elle va trouver sa raison de vivre à travers... la vengeance. Voilà. En plus, je trouve c'est un des trucs réussis en termes d'adaptation. Je trouve que Pedro Pascal, il joue pas exactement le même Joël que... Tu vois, il a un côté un peu plus sensible, un peu moins bourrin, je trouve. Ouais, mais même physiquement, au final, il ressemble pas du tout. Physiquement, il ressemble pas du tout. C'est pour dire que pourquoi Bella Ramsey, on lui crache dessus, et Pedro Pascal, il est BG, c'est pour ça. On va boucler là-dessus, parce qu'on va pas faire tout le podcast là-dessus, mais à un moment donné... On peut, hein, si tu veux. Oui, on peut. Les gens, ils sont débiles, parce qu'ils la trouvent moche, ils se moquent d'elle.
Je suis le premier à rigoler sur tout, hein, je m'en fous, mais il y a une différence. Ah, moi, pareil. Je sais très bien. Ouais. Mais il y a une différence entre faire une blague et contribuer à un harcèlement sur Internet. Tu vois. Au bout de je vois passer 365 fois par jour sur les réseaux sociaux des mèmes, des conneries sur le fait qu'elle ressemble à une patate ou je sais pas quoi. Enfin, les gens, franchement, ils sont. Mais encore une fois. Ça rentre pas dans. Si tu as des défauts à sortir dans la série, c'est pas elle du tout qui va être mis en valeur. Enfin, non. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit préambule pour dire que des gros bofs insupportables qui se foutent de la gueule de l'actrice. Non, mais voilà, quand ça lance un harcèlement, c'est le problème, quoi. Pathétique. Bref, donc avant d'attaquer la critique de cette saison 2, on va revenir vite fait sur les jeux rapidement, savoir ce qu'on a pensé en gros. Ça va. Toi, tu as fait les deux, hein? Ouais, j'ai fait les deux. Ouais. Et dans mes souvenirs, tu avais préféré largement le 2. Ah ouais, largement, il n'y a pas photo. Ouais. Je commence alors du coup, parce que moi, le 1, c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt cool, hein, mais j'ai plutôt été déçu par rapport à la hype. Mais pour moi, même après, avec le recul, je trouve que c'est pas un jeu extraordinaire. Hein, c'est un jeu vraiment plutôt sympa parce que. Mais que ce soit dans son gameplay, c'est assez léger. Et même dans sa narration, au final, moi, je trouve que c'est un melting pot de tout ce qu'il y avait avant, quoi. C'est un mélange de tout ce qu'on a vu du post-apo, mixé un peu avec ce qu'il y avait eu dans 28 semaines plus tard. Je crois qu'il y avait cette histoire de petits garçons qui étaient aussi immunisés, qui pouvaient être un vaccin, etc. Donc, ça me dérange pas qu'on reprenne des trucs à droite à gauche, mais j'ai l'impression que le jeu a été vraiment porté au nu de par son scénario, tu vois. Même quand je discute avec des gens ou les avis sur Internet, c'est toujours le final, machin. Ah oui, quand il se passe ci, quand il se passe ça. Mais voilà, le gameplay, pour moi, qui est plus important que le scénario, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Après, ça reste un bon jeu, hein, bon jeu d'infiltration, zombies, etc. Voilà. Moi, en fait, comme tu disais, Naughty Dog, ils ont rien inventé avec The Last of Us. Ça s'inscrit clairement dans la lignée des films post-apo. Hein. Donc, il y a aussi Les Fils de l'Homme, il y a La Route. Oui. Les Fils de l'Homme, c'est évident. Si tu as vu Les Fils de l'Homme, franchement, voilà. Donc, en fait, c'est le jeu, il évolue un peu dans la même cour que ces films, tu vois. Donc, tu n'as aucune boussole morale. Les gens, ils sont poussés à agir dans des contextes extrêmes. Ouais. En fait, il y a un repositionnement total des valeurs basiques, tu vois. Il y a ce qui est censé être bon, c'est peut-être plus forcément bon. Ce qui est censé être mauvais, en fait, tout devient flou, tu vois. Et ça, je trouve que le jeu, il le retranscrit bien. Et même si ça a déjà été fait, hein, les jeux Fallout, c'était pareil, tu vois. Puis mais là, je trouve Walking Dead en parallèle, qui sont sortis quasiment en même temps. Ça. Ouais. Mais je trouve qu'au niveau de l'impact, c'est ça qui a marqué les gens. Ouais. Parce que les gens parlent souvent de la scène de fin du premier, mais la scène de début, en termes de mise en scène et tout, c'est le niveau d'un film, la mise en scène de l'intro, tous les détails qu'ils te montrent, comme ils te présentent les personnages d'entrée avec une ligne de dialogue, 3 plans, tu comprends tout. Tu comprends tout l'impact. La scène d'intro, c'est une masterclass. J'avais mis de côté ça, mais c'est vrai que ça avait marqué énormément de gens. Ça avait marqué beaucoup de gens. Donc je pense que c'est surtout l'impact émotionnel qui a marqué les gens. Tu vois. Je te rejoins pour ce qui est des mécaniques de gameplay. C'est-à-dire que c'était vraiment pas folichon. Ça, c'est toi qui me l'avais dit, je l'avais remarqué aussi, mais c'est toi qui avais mis le doigt dessus. À l'époque, on avait parlé. Tu rentres dans une salle, tu vois une table retournée, donc tu sais qu'il y a des ennemis qui vont arriver. Il y a déjà les munitions posées et tout. Voilà. Il y a un effort qui a été fait sur le second, c'est vrai, mais ça, c'est vrai qu'au niveau des mécaniques de gameplay, c'était un peu... disons que ça me dérange pas dans un jeu, on va dire un autre jeu, mais celui-là, c'est vraiment porté sur du réalisme et sur un truc ça vraiment nique un peu l'immersion. Voilà. Si c'est dans, je sais pas moi... Uncharted. Si c'est dans Uncharted, ça, tu arrives, tu as les munitions au sol et tout, ça me dérange pas, mais là c'est quand même. Ça nique la surprise. C'est ça. Après, pour l'avoir fait 2 fois, donc une fois en difficulté normale et une fois en difficulté difficile, en fait c'est comme Hitman en fait, ces jeux. Je trouve qu'ils prennent tout leur sens quand tu joues en mode difficile. Oui, c'est ça, Quand tu sais qu'un couteau, tu trouves un couteau, t'es heureux. C'est ça. Tu trouves un bout de scotch, t'es heureux. C'est ça. De toute façon, c'est l'essence du jeu vidéo. Hein. Ça te permet de. Plus tu mets en difficile, plus tu vas utiliser tout ce qu'ils ont mis en place dans le gameplay, les possibilités possibles. Enfin, les possibilités possibles, C'est une belle possibilité possible. Je le garde dans le montage, ça. Mais pour revenir vite fait sur ce que je disais tout à l'heure au niveau de la boussole morale, tout ça, je trouve qu'ils l'ont poussé assez loin. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui l'ont poussé assez loin. Des fois, j'ai eu les mêmes sensations que devant The Devil Rejects, tu vois. Oui, exact. Donc, tout le final et tout ce qui va enchaîner sur la saison 2. Ouais. Et dans le deuxième épisode, je trouve que moi, j'adore quand les créateurs font ça, que ce soit dans les films ou dans les jeux, c'est quand ils font confiance soit aux joueurs, soit aux spectateurs. Donc là,
clairement, dans The Last of Us 2, ils se sont jamais dit à un moment donné, tiens, je vais faire cette scène, comme ça ils s'attachent. Ouais. Tiens, je vais faire cette scène. Non, en fait, ils te balancent tout. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui détestent Abby, il y en a qui l'adorent. C'est-à-dire que c'est à toi, par rapport à ta propre boussole morale, de te dire là, elle va trop loin, là, elle va pas assez loin. Donc, c'est vraiment. Chacun va vivre le jeu différemment. Tu vois. Et dans le 2, je trouve qu'ils ont totalement réussi ça. Alors que dans le 1, il y avait un peu moins ça. C'est vrai que le 1, c'est un peu la quête initiatique classique. Oui, c'est ça. Oui. Et là, dans le 2, il rabat les cartes, il casse un peu ça, tu vois. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et le 2, vraiment, il m'a vraiment beaucoup marqué. C'est génial. Et puis, il utilise vraiment, tu vois, c'est pas juste parce que c'est beaucoup narratif, je disais le 1, alors que le 2, non. Enfin, non. J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est ça, le côté moral, il te le met à travers le gameplay, c'est-à-dire il va te faire jouer Abby. Et tu vois, et tu n'as pas le choix. C'est pas genre, tu joues Ellie, Joël en flashback, et des fois, tu as une cinématique avec Abby. Non, c'est ça, tu prends la manette, tu joues Abby. Ça veut dire que si tu joues pas pendant des heures avec Abby, bah, soit tu arrêtes le jeu, soit tu continues, tu n'as pas le choix. Et ça, c'est ce que j'adore, et c'est sûrement ce qu'ils vont faire. Après, on va revenir dans la série, mais sur la saison 3... Où, bon là, du coup, si vous n'avez pas vu la série, vous n'allez rien comprendre ce que je vais dire, mais en gros, la saison 3, donc si vous n'avez pas vu la série, c'est pas la saison 3, il a pris cette mécanique, entre guillemets, de dire, bon, le jeu vidéo, c'est le gameplay, donc on va te faire jouer Abby pendant des heures. La série, c'est quoi l'essence de la série? C'est les saisons, donc on va te mettre une saison complète sur Abby, enfin, ce que je pense, d'après les news, ce qui est sorti, et d'après la logique du scénario. Je pense qu'il y aura quelques allers-retours vite fait. Comme on a vu dans la deuxième saison, on a un peu vu Abby. Si tu veux pas Abby, on va te la foutre pendant toute la saison, tu vois. Et là, c'est pareil dans le jeu vidéo. Après, le problème du jeu vidéo, le problème des séries télé par rapport au jeu vidéo, c'est que le jeu, ton jeu numéro 2, il est fini. Tu joues, tu l'as acheté. Si tu joues pas, ben tant pis. Par contre, les séries, le problème, c'est que si tu adhères pas, si les gens n'adhèrent pas, la saison est annulée, la série est annulée, tu vois. Donc ça, c'est beaucoup plus risqué. Mais encore une fois, ça montre bien que il fait passer ses intentions avant le côté un peu commercial, tu vois. Non, mais franchement, c'est osé, quoi. C'est osé, et ça me fait penser... c'est pas pour comparer, là, je parle vraiment juste... tu vois, par exemple, Tarantino, Spielberg, ils savent que... Les studios et tout, ils savent que ce qu'ils vont faire, ça va cartonner, donc ils s'en foutent. Et j'ai l'impression qu'ils sont tellement allés haut, Naughty Dog, que ce soit avec Uncharted et tout, que maintenant... ils vont aller voir n'importe quel financeur. C'est ça, exactement. Personne ne va dire non. Ils vont lui ouvrir les portes. Après, voilà, il faut dire aussi, je dis c'est osé. Il y a eu Walking Dead, Game of Thrones avant. Bon, il y a quand même eu ça qui a ouvert la voie. C'est sur HBO, évidemment. C'est sur HBO. C'est pour dire que il y a quand même la voie. C'est pas le truc le plus osé de HBO, ça c'est clair. Non, mais c'est pour dire qu'ils ont ouvert la voie. Ils ont vu que ça marchait, le fait que tu peux faire tuer le perso principal ou te montrer des scènes très longues avec. Je me souviens dans Game of Thrones avec Geoffrey, le personnage de Ramsay, là, le gros taré, là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus le mec avec la saucisse, là. Tu vois, c'est risqué, mais ça tombe quand même après. Mais là, on parle de la série. Moi, au niveau du jeu vidéo. Au niveau du jeu vidéo, c'est triple A comme ça. Oui. C'est quand même. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Et pour revenir vite fait sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'on change de perspective, tu vois. Donc, en fait, il t'oblige à jouer à Abby pour que tu... J'avais noté ça, justement. C'est un truc qui m'a beaucoup marqué. C'est une espèce de mécanique d'empathie forcée. C'est-à-dire qu'on te force. Exactement. Même au début, tout le monde qui est là maintenant dit je ne peux pas jouer avec elle. Non, c'est ça. Ça va durer 5 minutes. Oui, voilà, ça va durer 5 minutes. Et puis, au fur et à mesure, tu te dis putain, mais en fait... Mais en plus, c'est des trucs tout con, quoi. C'est pas quelque chose de ultra profond. C'est juste que tu vas jouer avec elle, ferme ta gueule, tu vas voir. Elle va avoir des motivations basiques comme... Mais en fait, de toute façon, le monde de Last of Us, ça je l'avais noté et je trouve que c'est hyper important. Ça se repose sur des trucs ultra basiques parce que... Donc, c'est ça qui est cool dans le post-apo, c'est que tu reviens à l'essence de l'être humain. Donc, en fait, le truc fondamental dans les Last of Us, c'est l'amour et la haine. En fait, c'est les deux seules raisons qui poussent les persos à agir. Donc, comme je disais, c'est ultra basique. C'est vraiment c'est les deux sentiments, les deux états primaires par excellence. En plus, c'est deux états totalement opposés, quoi. Donc, oui, c'est ça. Et la haine au travers de la vengeance ou encore de la survie. Après, tu as l'amour dans le sens de protéger, tu vois. Ici, c'est tout de se protéger et de garder aussi un peu une lueur d'espoir. C'est pour ça que la structure du jeu, et maintenant qui a été utilisée dans la série, est géniale. C'est-à-dire qu'elle va faire un voyage initiatique, entre guillemets, mais de vengeance, qui est la pire raison de vivre possible. Exactement. Tu vois, parce qu'elle, c'est une gamine, en fait, elle a toujours vécu dans ce monde-là. Et elle a jamais vu rien d'autre. Il y a beaucoup de scènes où
où ça parle de ce qui, enfin où les gens lui racontent ce qu'il y avait avant. Et du coup, elle, son seul truc, voilà, sa seule raison de vivre qu'elle découvre là, c'est une vengeance, donc pire raison de vivre. Et à côté de ça, elle est avec ce personnage de cette femme qui va devenir sa copine, qui est ce que tu disais, la haine et l'amour, mais dans la même trame. Ça, c'est léger, mais c'est pas léger, mais dans le sens c'est classique, voilà. C'est classique, mais c'est pas grave. Génial, oui, en fait, il y a rien de bien original dans Last of Us, c'est juste que c'est bien exécuté, et c'est comme souvent dans les bons trucs, de toute façon. Mais en fait, ces deux trucs-là, je trouve que la série s'en est bien emparée. En plus, ça colle au post-apo. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a ça, et il y a le côté aussi qu'on a vu au début, où les mecs ils essayent de créer une communauté et de pas tomber dans l'anarchie. Ça, c'est totalement un sujet de post-apo, quoi. Et c'est le truc de base. Après, voilà, ces deux trucs-là, tu les retrouves dans les jeux. Donc, tu peux te poser la question, à quoi bon faire la série si ce que tu retrouves dans la série, tu la retrouves dans les jeux. Parce que même si tu retranscris le jeu, c'est pas gagné d'avance. Tu vois, il y a quelques podcasts, on parlait de Silent Hill. Moi, je trouve que c'est une adaptation plutôt cool. Le film de Christophe Gans. Je trouve que c'est une adaptation plutôt cool, mais à partir du moment où elle a été retranscrite à l'écran, tu perds tout l'impact émotionnel des jeux. C'est bien, c'est fidèle et tout, mais ce que je ressentais au niveau émotionnel, je le ressens pas dans... Non, pas du tout. Voilà, alors que dans Last of Us, même si l'impact il était moins fort, parce que je je connaissais les jeux, à mon avis. Il y a eu quand même, j'ai ressenti des émotions, c'est pas une coquille vide, tu vois. En fait, c'est le piège de l'adaptation d'un jeu vidéo comme ça, d'un jeu vidéo qui de base est narratif. On va dire Last of Us, allez, on va dire 50% narratif, 50% de gameplay. Et tu enlèves 50% de ça, quoi. Du coup, parce qu'il n'y a pas de gameplay, le piège, c'est de pas juste avoir les cutscenes mises bout à bout, tu vois. Il faut quand même qu'on sente ce qui se passe dans le jeu. Dans le gameplay, voilà. Dans les phases de gameplay, soit adaptées aussi en jeu, mais pas comme dans Silent Hill, ou... Enfin, je sais plus s'il y avait ça dans Silent Hill, mais pas juste les voir marcher dans des couloirs pour faire c'est comme dans le jeu, tu vois. Donc ça, c'est le piège, et je pense que non, narrativement, c'est assez solide. Hein, puisque tu prends cet exemple, même si je voulais en parler un peu à la fin, des défauts que je trouve, mais là, je rebondis sur ça. Quand tu parles des personnages qui marchent dans la rue et tout, comme dans les jeux, je trouve que ça, c'est un défaut dans Last of Us, même dans la saison 1, surtout dans la saison 2, il marche dans la rue, au milieu de la rue. C'est vrai. Ça me nique l'immersion. Il peut avoir des dangers partout et il marche au milieu de la rue, il discute. Alors qu'il suffisait juste de les faire marcher moins vite, longer les murs. C'est vrai que des fois, limite, ils s'engueulent ou des conneries comme ça. Surtout qu'on a l'habitude dans ces genres de... Parce que je me souviens, là, c'est exactement, tu me fais remarquer, là, quand ils marchent dans la rue, je te dis, mais pas un sniper, là, qui les attend, tu vois, une connerie comme ça. Ça. Non, les mecs, ils marchent dans la rue. Enfin, on a l'habitude de voir ça dans ce genre de films et de séries post-apo. Il y a toujours un mec qui est caché. Là, c'est vrai, exact. Alors que ça coûtait rien de les faire marcher moins vite ou prendre des détours, raser les murs ou genre on entend un bruit, chut, c'est bon, on reprend, tu vois. Et ça, je trouve que c'était un peu trop. Il y avait ça et un truc qui m'avait fait rire aussi. C'est donc on spoil, là, c'est bon. Je crois que c'est dans le dernier épisode, dans le dernier épisode, elle prend le bateau pour rejoindre. Merde, c'est où il y a la parc baleine, aquatique. Le parc aquatique. Elle pense qu'il y a Abby là-bas. Elle se prend une vague. Elle se retrouve au bord. Elle se fait capturer là. Elle se fait capturer par les scars. Elle va pour se faire tuer. Finalement, il y a une explosion. Ils sont obligés de partir. Elle retourne au bateau. Elle part. Elle arrive. À quoi ça servait à rien. On est d'accord que ça a servi à rien. Non, ça va lui donner sûrement des indices à elle-même. Mais c'est vrai que non, parce qu'elle a déjà vu ça, je crois. Elle avait vu. Oui, peut-être. Elle s'est fait éviscérer. Exact. Donc, elle sert. Non. Le détour là, il sert à rien du tout. À la limite, tu vois, s'ils avaient développé plus ça, là, c'est vrai que ça fait un peu bâclé. Mais tu vois, il y avait des scènes où je me disais alors. En vrai, c'est vraiment, je chipote, hein, mais je me pose des questions sur l'écriture. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux qu'elle soit témoin de tout, elle, tu vois? Parce que des fois, ils te montrent des scènes avec des scars et tout, mais il n'y a pas de point de vue d'aucun des persos principaux, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux, justement, comme cette scène-là, où elle arrive, elle se fait attacher, machin, et là, nous, on découvre les scars de par son point de vue. Mais alors, il aurait fallu vraiment développer, pas comme tu dis, genre là, elle tombe, ça dure 2 secondes. Et tu aurais pu la couper, cette scène. C'est vrai. C'est vrai. Ça m'avait fait marrer aussi. Mais oui, donc là, pour revenir à ce qu'on disait sur la réussite de l'adaptation, moi, ce que j'aimais dans le premier, je sais pas si tu connais le dilemme du tramway. Oui, où tu dois... tu as les persos... Enfin, non, je sais pas si c'est ça, où il y a tant de persos attachés d'un côté et juste une personne de l'autre. Tu as un tramway qui arrive, tu as le pouvoir de le faire passer à gauche ou à droite. À gauche, il écrase ta mère. À droite, il écrase 20 personnes. 20 personnes, Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? C'est un dilemme utilitariste, on appelle ça le dilemme
utilitariste. Petit moment... petit moment Maître Capello. Voilà, petit moment Maître Capello. Je sais pas si beaucoup on la ref, là. Non, personne n'aura la ref. Petit instant culture. Voilà. Donc, si tu ne savais pas, je te l'apprends, Stéphane, c'est un dilemme utilitariste. En fait, la question, c'est est-ce qu'on doit agir pour maximiser le bien-être du plus grand nombre ou l'intérêt d'un seul individu. Donc en fait, le premier jeu, il est totalement basé sur ça. Je fais juste un petit... C'est le final d'un jeu qui est génial aussi, c'est Life is Strange. Ouais. Tout le final, c'est ça, exactement. Voilà, c'est tout. Voilà. Et en fait, ce qui est cool dans la saison 2 et dans le deuxième jeu, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas à prolonger l'histoire, ils commencent à la déconstruire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, du coup, il y a eu ce dilemme. Du coup, c'est quoi les répercussions ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Comment l'autre il le vit ? En sachant qu'à cause de lui, il y a plein de mots. C'est ça. Oui, parce qu'en plus, c'est, encore une fois, comme on disait, c'est le personnage qui n'a pas fait le choix, qui doit vivre les retombées de ce dilemme. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, remise en perspective, empathie forcée, tout le bordel. Et ça, je trouve que la série, comme je disais, elle a su s'en emparer. Et ça, je trouve que de ce niveau-là, c'est réussi. Ouais. Mais bon, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour revenir là-dessus, c'était aussi dans les jeux. Oui. Donc pour toi, c'était quoi la plus-value de la série par rapport au jeu ? La plus-value de la série, il n'y a pas vraiment plus-value. Hein. Je pense vraiment on est vraiment dans une adaptation égale à égale. Hein. Mais en utilisant les codes chacun de son média. Quoi. Mais voilà, le problème, moi, en fait, j'ai dit que la 1 j'avais bien aimé, mais je la trouve quand même moins bonne que la 2. Il y avait quand même des trucs qui m'avaient gêné, justement, sur ces trucs de ne pas mettre des cutscenes les unes après les autres. Et moi, la 1, ce qui m'avait gêné, c'est que t'avais quasiment que les scènes de tristesse, tu vois, mises les uns après les autres, et tu n'avais pas les coupures de gameplay ou des moments un peu plus légers, etc. Et putain, j'étais en mode, tu sais, un peu... en mode, putain, mais il n'y a que des scènes de misérabilisme. Misérabilisme, ouais, bien sûr. Et du coup, ça m'avait un peu saoulé, quoi. Et... ça m'avait même pas touché parce que c'est que ça, quoi. C'était genre, on va vous faire pleurer, là, après la scène d'après, on va encore essayer de vous faire pleurer. Et voilà, moi, ce que j'attends dans Last of Us, c'est ok, c'est triste parce que le monde est dégueulasse, mais c'est quand même un truc de zombie et badass. Ouais, c'est vrai que ça manquait de scènes d'action et de. Je trouve que c'est pas badass la 1, la 2, voilà. Je trouve qu'à ce moment-là, ils ont. Enfin, à ce niveau-là, je veux dire. Après, dans le 1, ce qui était cool, c'est qu'il y a des aspects qui développaient plus que par rapport au jeu. Ils ont même changé le fait comment les ennemis détectent. Ouais. Tu sais, il y avait une espèce de racine. Dans la série, ça, c'était pas dans le jeu. C'était des sports. D'accord, oui. Et là, du coup, dans la saison 2, il arrive aussi les sports. Il y a les deux, tu vois. Ça risque d'être cool, la saison 3. Mais bon, bref. Ouais. Donc, ils développaient un peu plus. Là, dans la 2, je trouve que les rajouts de personnages et tout, ça apporte pas énormément, en fait. Non. Tu vois, le perso de la psy qui sert pas à grand-chose pour l'instant. Elle n'y était pas dans le jeu. Ouais, bon... je sais plus, il y a quand même une scène intéressante avec Joël. Moi, je trouve que les scènes avec la psy sont intéressantes et ça merde. Ça va dans le sens. Ça va. Tout à l'heure, je disais que Pedro Pascal, il le jouait pas pareil, et même dans la série, il était pas écrit pareil. Il était un peu moins bourrin, un peu plus sensible. Donc oui, les scènes avec le psy, ça apporte ce truc-là. Oui, tu prends Joël du jeu, jamais il serait allé voir un psy. Non, c'est vrai. Mais après, voilà, ce qu'il y a, alors je sais pas si ça aurait justifié l'existence du perso, mais moi, ça dérive sur une de mes scènes préférées de cette saison 2, c'est quand il y a le mari de la psy, mari de la psy, qui est infecté, qui se retrouve loin du village, et Joël doit le ramener, parce que ce mec-là veut revoir sa femme avant de mourir, mais Joël, lui, comme il suit les règles, et voilà, encore une fois, c'est un dilemme, je pense qu'il a raison, mais... T'as l'opposé qui est Ellie et qui elle lui dit bon non mais on prend toutes les précautions possibles et on emmène ce mec là voir sa femme juste avant de mourir et voilà. Et après ça enchaîne sur une des meilleures scènes moi c'est une des scènes qui m'a quand Ellie elle dit la vérité. Non, après quand Joël flingue devant le lac, ce mec-là. Mais tu le sais en plus à l'avance, parce qu'elle en parle, la psy, dans l'épisode 1. Oui, ça se passe dans l'épisode 6. Et la manière dont tu l'as tué. Elle lui en veut, moi, je trouvais... je le savais, l'exécution, mais j'ai trouvé la scène plus forte quand Ellie, elle dit la vérité. Enfin, je disais non. Oui, elle est super, la scène. Mais moi, je pensais à la scène d'avant. Mais oui, enfin, tout l'épisode est génial, parce qu'après, je crois que ça... Après ça, c'est quand t'as la scène sur le Porsche aussi, je crois. Qui est dans le jeu. Voilà. Cet épisode, j'ai trouvé fabuleux, mais c'est juste pour dire que voilà, la psy, j'ai bien aimé l'idée de la psy, enfin le personnage en soi est plutôt pas mal, quoi.
Après, je me dis que bon, j'ai vu qu'une fois et puis en fait, j'ai pas analysé la mise en scène et tout. Moi, c'est pareil pour la saison 1, ça se trouve je la revois par le jeu, tu vois les jeux, ce que je t'ai dit sur le jeu 1, ça se trouve je refais, c'est parce claque, tu vois, voilà. C'est le ressenti sur le moment, ouais. C'est ça, le ressenti sur le moment, c'est-à-dire que comme la série, comme les jeux, sauf le 1 que j'ai fait 2 fois. Ouais. J'ai pas tu vois, par exemple, si demain on fait un podcast sur tel film, je vais le revoir et je vais essayer de trouver des trucs à dire, tu vois, c'est normal. Ouais. Là, je me suis un peu laissé porter, donc je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais là où c'est réussi aussi, c'est aussi un peu un avis à chaud, on l'a fini il y a pas longtemps. Exactement. C'est que dans les jeux, en fait, la mécanique pour que tu t'attaches, c'est facile, tu as la manette en main. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est les trucs que tu penses qui servent à rien, genre aide-moi à monter. Donc tu l'aides. Ça crée de l'interaction. Et au fur et à mesure que tu joues avec les personnages, tu t'y attaches, tu vois. Tu es moins passif que devant une série, par définition. Et je trouve que, donc, du coup, dans la série, ils ont dû penser à comment on va faire pour qu'ils s'attachent au personnage. Parce que là, ils n'ont pas la manette en main. Non. Et en même temps, il faut rester fidèle à ce qui se passe dans le jeu. Donc franchement, ça doit être compliqué et c'est pour ça que 99% se votent, à mon avis, des adaptations. C'est sûrement à cause de ça. Et c'est encore plus fort parce que les rares adaptations réussies, c'est souvent des trucs qui prennent des partis pris différents, tu vois, qui cassent. Là, non, c'est vraiment le même univers et tout. Du coup, franchement, faudrait que je revoie pour voir comment ils ont réussi à faire en sorte. Un jour, peut-être qu'il faudra faire un podcast sur les adaptations, mais une bonne adaptation, déjà, il faut que la série soit bonne. Voilà, peu importe ce qui est fidèle ou pas du jeu. Est-ce que la série est bonne? Est-ce que les acteurs sont bons? Est-ce que le scénario est bien écrit? Est-ce que c'est bien rythmé, etc. Est-ce que c'est bien réalisé? Voilà, après, on s'en fout si Abby elle fait 1m20 alors que dans le 2 elle fait 2m30, tu vois. Mais voilà, c'est le point de départ. Après, bien sûr, si l'adaptation est fidèle en plus d'être qualitative visuellement, etc., enfin en termes de film, c'est parfait. Après, là, on peut parler un peu de ça si tu veux, parce que c'est intéressant et on en pile dans le sujet, le truc des adaptations. Par exemple, Sin City, c'est l'adaptation ultra fidèle, c'est le comics à l'écran, tu vois. Ça peut faire illusion. Moi, quand je l'avais vu, j'avais trouvé ça génial. Aussi, c'est un film que quand je l'ai vu la deuxième fois, je me suis fait chier. Ouais, c'est le problème. En fait, moi, c'est un film que j'adore toujours, mais non, en fait, en termes d'adaptation, il y a juste un truc qui m'a marqué, c'est que j'ai pas lu la BD, mais je l'avais feuilleté. Et juste la scène, tu te souviens, il y a une scène où je crois que c'est Marv qui est joué par Mickey Rourke. Il prend un mec, il roule en voiture et il attrape la tête. Ça, tu rigoles dans le film. Et quand j'ai vu après en BD. Wow, c'est violent quoi. Tu fais ouh, tu vois, c'est pour moi, alors ça il faudra refaire un podcast, mais c'est la différence pour moi entre Tarantino, c'est la BD, et tous les autres qui ont voulu copier Tarantino, c'est Sin City, tu vois. C'est-à-dire l'impact de la violence en fait, si je mentionne Sin City, le copier-coller, c'est parce qu'après tu as le truc inverse total, c'est par exemple Rob Zombie quand il adapte Halloween. Donc il prend le contre-pied absolument total. Clairement. C'est-à-dire que dans Halloween de Carpenter, ce qui est fort, c'est que justement Michael Myers, c'est une ombre qui peut apparaître n'importe où, toujours en arrière-plan. Alors que Rob Zombie, il le filme toujours frontalement au milieu du cadre, tu vois. Et il a fait un truc tangible. C'est carrure, le mec. Et c'est vraiment, il a pris le contre. Et je trouve ça bien aussi. Oui, ben voilà, le film est bon. C'est-à-dire que je m'en fous de la proposition. Pour moi, il n'y a pas de proposition absurde. Quand on dit mais j'ai pu penser comme ça, ça m'est déjà arrivé de penser comme ça quand j'étais jeune cinéphile. Oui, ça c'est normal. Oh putain, mais ils ont trahi le truc. Mais on s'en fout en fait. Ouais, c'est ça. Accepte la proposition. Si elle est bien faite et que le mec il a un truc à dire et que c'est intéressant et que le film est cool, ça me va totalement. Ils vont te dire pourquoi ils ont pris Halloween et pas Vendredi 13, tu vois, parce que le mec c'est un gros. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, non, de toute façon. Rien que l'intro d'Halloween, bon non. Non mais attends, c'est sûr que si tu prends Halloween et que tu fais une comédie dramatique, non c'est pas ça que je dis. Non mais moi je suis d'accord avec toi. Hein. C'est juste pour dire, j'ai déjà vu cet argument, mais alors pourquoi tu prends Halloween? Parce que Halloween, juste le début, l'inverse, c'est qu'ils expliquent pourquoi. Enfin pas ils expliquent, mais il a déjà ça en lui, tu vois. Mais c'est ça. T'as la jeunesse, alors que le film Halloween, c'est le mal. Qui peut être partout. C'est une proposition différente. C'est le mal, voilà. C'est le perso n'existe même pas en fait. Le perso c'est le mal, tu vois. C'est le concept du mal. On fait un petit hors-sujet sur Halloween. Désolé, on est fan d'Halloween. Hein. Mais en fait, le point de départ qui est intéressant dans Halloween, c'est Carpenter. Il te dit, voilà, pour moi le mal absolu c'est ça. Rob Zombie dit, pour moi le mal absolu c'est ça. Voilà, il évolue comme ça. Ils ont tous les deux la figure de Michael Myers. Chacun colle à son univers. Exactement. Voilà. Donc je trouve que c'est. Donc moi je suis pas dans le truc. Faut comparer, faut être fidèle, pas fidèle. J'en ai absolument moi aussi, rien à ça peut gêner à la première vision. Et après, voilà, je me revois le film. Après, je comprends les gens. Le film est bon, ben oui. S'il y a des gens qui aiment pas que ce soit
pas fidèle, je comprends aussi, tu vois. Mais je trouve pas que ce soit un argument en soi de dire ouais, mais c'est pas pareil, on s'en fout. Non, parce que pour moi, c'est des arguments subjectifs. Après, chacun a sa subjectivité, et moi, ça m'arrive aussi. Mais voilà, la personne qui a même pas vu le Halloween de Carpenter, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, mais c'est nul parce que le film de Rob Zombie est nul parce que dans Carpenter, c'est ça. Mais non, le film de Rob Zombie a été fait, voilà, pas juste pour les gens qui ont vu Halloween, quoi. Mais ça, c'est les fans, ils veulent ils se réapproprient les œuvres et il faut que ce soit comme ci, comme ça. Bon. Mais moi, voilà, je trouve vraiment, de mon point de vue, je trouve que le travail d'adaptation, déjà, de base, comme je disais, si le film est bien, qu'il soit fidèle ou pas fidèle, ça me va. Mais de base, j'aurais quand même une préférence avec celui qui va donner son point de vue sur l'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il va pas faire exactement. Il va pas dire, bon, alors, par exemple, tu vas adapter, Le Seigneur des Anneaux, Tolkien. Tu auras les films, c'est du Peter Jackson. Mais c'est clairement ça. Peter Jackson s'est pas dit, alors attends, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vais faire ce qu'il voulait dire Tolkien. Non, il a pris l'œuvre de Tolkien, il s'est dit, qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et voilà. Moi, c'est le problème que j'ai, par exemple, avec Villeneuve, tu vois. Les Dunes, c'est pas des films que je déteste, hein. J'aime bien, mais j'ai l'impression d'avoir une copie propre de l'adaptation des bouquins. Après, Dune, c'est les rares... Moi, je lis très peu, hein. Et c'est les rares livres que je connais, c'est le premier Dune. Et je me dis, putain, mais... Ouais, c'est propre, quoi. Mais putain, mais mets-toi dedans, mets-toi dans le film, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que quand tu vois, je sais pas moi, tu sais, à l'époque, ça devait être Jodorowsky, devait faire un film dans les années 70, autant ça aurait été une purge infâme, mais quand tu vois les éléments qu'il a mis et tout, c'est Jodorowsky. D'accord, ouais, bien sûr. Tu te dis, putain, le film, c'est la personnalité de Jodorowsky. Et c'est ce que tu dis avec Peter Jackson, hein. C'est du Peter Jackson sur le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre Enfin, après, c'est à débattre, hein. Mais pour moi, c'est pas subjectif, c'est plutôt subjectif. Comme je disais, c'est pour moi, comme je vois les adaptations. Après, voilà, s'il y a des gens qui préfèrent que ce soit ultra fidèle, je comprends aussi. Y a pas après, de voilà, tu peux faire des très bons films et en plus être très fidèle. Voilà. Le souci la réserve que j'ai avec l'adaptation de The Last of Us, c'est qu'elle a été faite par aussi le créateur du jeu, tu vois. Ça aussi. Et du coup, ça fait. Je comprends les critiques qui disent que ça fait redite, que c'est la même chose. Moi, je me dis, mais forcément, parce qu'il a pas adapté un autre point de vue, il adapte son truc qu'il a déjà fait. Du coup, c'est vrai que c'est un peu pareil. Ouais, quoi. mais voilà, encore une fois, je sais pas, j'ai pas vu les chiffres, mais il faudrait vraiment comparer les chiffres des gens qui ont joué au jeu et les chiffres attendus par HBO pour la série, pour que la série soit rentable. Et à mon avis, c'est beaucoup plus. Si tu veux que ta série soit rentable, il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens qui regardent la série que par rapport aux gens qui ont joué au jeu. Donc pour moi, c'est pensé comme ça, hein, c'est tout. Hein, c'est même pas. Nous, on pense en termes de fans, mais après, des gens, ils savent même pas c'est quoi le jeu, quoi. Si tu parles en termes de producteurs, tu vois, les producteurs se disent, les fans du jeu, ils vont regarder quoi qu'il en soit. Voilà. Eux, ils sont acquis, on va dire. Voilà. Et comme on sait que la formule fonctionne, on va la faire pareil pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, bien sûr. C'est ça, mais pour le cinéma, c'est pareil. Je veux dire, Peter Jackson, il a pas fait. Les Seigneurs Anneaux, Peter Jackson et New Line qui ont produit, etc., ils ont pas fait en se disant ouais, bon là, il y a assez de fans du livre, je pense que ça va. Tu vois, non, c'est juste les fans du livre, c'est peut-être 5% des gens qui ont participé au fait que le Seigneur des Anneaux, putain, il faut vraiment que j'articule. C'est pas grave. Que le Seigneur des Anneaux soit rentable, quoi. Ouais. Et après, pour remettre une petite claque, tu auras toujours ces trous du cul. Elle est moche, l'actrice. Oui, pathétique. Mais ça, c'est. Voilà, c'est moi qui dis ça, alors que d'habitude, je m'en fous de ça. Ah, mais moi aussi, je suis le premier à dire. Mais alors, justement, je vais revenir sur. Là, tu m'ouvres une porte sur une note que j'avais prise. C'est-à-dire que Neil Druckmann, moi, toutes ces questions-là, LGBT, tout ça, woke et tout, des fois, c'est même pas que ça m'intéresse pas, mais si demain, dans Last of Us, tu enlèves ça, ça me dérangerait pas. Je m'en fous, tu vois. Oui, bien sûr. Mais, c'est pas, je rate pas pour ça. Mais maintenant, c'est un artiste, je vais mettre un mot, peut-être ceux qui n'aiment pas, ils vont rigoler au mot artiste, mais il est impliqué là-dedans, de toute façon. Sûr, ouais. Il est impliqué là-dedans, comme, je sais pas, moi, Spike Lee, Jordan Peele, ils font des trucs sur leur communauté, la communauté black. Tu vois, c'est la différence entre ces mecs-là qui sont impliqués et des exécutifs de chez Netflix et de Disney qui vont faire ça juste parce que c'est opportuniste. Et je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc pour moi, ça me dérange pas qu'il y ait des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas que ça me dérange pas, j'ai pas à dire si ça me dérange ou pas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est justifié, voilà. Exactement. Justifié. Le truc, c'est sincère. C'est moi personnellement, je suis pas touché par ça. Je suis hétéro, je suis blanc, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Je suis pas touché par ça, mais je suis quand même pour la diversité. Oui. Quand Neil Druckmann fait des trucs LGBT et tout, il les intègre bien dans son récit. C'est l'essence de son... Tu vois,
moi, quand ce genre de truc me casse les couilles, déjà, c'est quand c'est fait avec cynisme. Voilà, c'est ça. Et que par exemple, tu as un film de baston et tu as une fille de 1m60 et de 45 kg qui va défoncer un mec de 2 qui défonce The Rock. Arrêtez. Oui. Là, ça me sort du film, après, c'est débile. Si on compare là hommes et femmes, moi aussi, ce qui me saoule, c'est que... C'est un exemple là, que je donne. Oui, non, mais moi, je trouve ça aussi pertinent parce que pourquoi le pied d'égalité maintenant dans les films, c'est la femme, elle se bat aussi bien que l'homme. Enfin, c'est la baston, voilà. Elle est badass. Non, mais pourquoi après, ça peut être l'homme ou la femme, ce que je dis, mais pourquoi, je comprends, pourquoi t'as pas une femme qui est badass et le mec, son truc, c'est d'être intelligent, malin et tout, et inversement, et qu'il soit... Non, il faut que le bien pied d'égalité, ça passe par le fait de défoncer d'autres personnes. C'était juste pour mettre l'incohérence, c'est-à-dire que si tu veux mettre de la diversité, par exemple, il faut que tu mettes plus de black, que tu n'as pas assez de femmes, tu mets une femme black, et le film, c'est un film de baston, fais-la costaud. Oui, voilà. Tu vois, ou alors maître de ninja, j'en sais rien. Ou alors ou alors qu'elle se bat, voilà, avec. Non, mais en fait, elle utilise ses particularités. Tu vois. Ça. Dans Expandables, la baston entre Dolph Lundgren et Jet Li, il se sert du fait qu'il est plus petit, il passe dessous les trucs. Donc ça, c'est bien foutu, sers-toi du truc pour que ce soit ludique, tu vois. C'est ça. Après, ou alors il faut que ce soit solide. Par exemple, là, j'ai revu récemment un Jackie Chan qui est génial, c'est Police Story 3 où il est en binôme avec Michelle Yeoh. Et à aucun moment tu te dis que Michelle Yeoh elle est moins forte que Jackie Chan, quoi. Tu y crois, mais à fond, tu vois. Alors que Jackie Chan c'est censé être la méga star, bon à l'époque Michelle Yeoh aussi, tu vois. Mais c'est parce que c'est juste solide dans l'écriture et comment c'est amené et tout, tu vois. Donc soit tu fais un truc bien costaud comme ça, soit sinon ça sent la pièce rapportée. Enfin, exactement. Ça sent le truc forcé. Voilà. Le plan dans les Avengers où tu as toutes les héroïnes c'est ridicule. Ça te dessert tout ce que tu veux. Ah oui, voilà. Après dans Last of Us 2, la saison, c'est un peu ça. À un moment donné, pas Abby. Ellie, elle se fight, elle s'entraîne contre un mec qui fait 3 mètres de haut et elle arrive à le retourner. Ouais, bon, ça à la limite, j'ai un peu tiqué, tu vois. Je me suis dit, voilà, c'est bon. J'ai pas fait gaffe. Ouais. Non, ça m'a pas. Moi, je dis non, ça n'arrivera pas. Voilà, en fait, c'est ça aussi. Il faut que ça. Est-ce que c'est crédible? Voilà, est-ce que cette femme peut mettre ce mec-là au sol? Non. Voilà. Donc, il faut pas que ce soit forcé et tu peux la rendre badass d'une autre façon, ou tu peux dire non, elle est pas badass cette femme, mais elle a d'autres traits de qualité, quoi. Enfin, tu vois. Bien sûr, mais c'est pareil chez les hommes, tu vois. Je me souviens qu'ils avaient fait, bon, c'était nul, mais Ghostbusters là avec les femmes. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Et ils avaient mis Chris Hemsworth qui avait un rôle, tu vois. Mais je trouve que c'était rigolo parce qu'il avait mis dans un contre-emploi, tu vois. Contre-emploi, le rôle de la secrétaire. Ouais, voilà. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est drôle. Oui, ça, ils ont fait. Voilà, ils ont pas dit non, on va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité parce que lui il va aider à un moment donné à tuer les fantômes. Non. Et le perso est. Ils ont fait un gag. Oui, voilà. Non, voilà, donc. Pour résumer, parce qu'on fait long sur ça, désolé, mais en gros, c'est pas des trucs qui... En fait, je m'en fous, tu vois. Non, il faut que ce soit bien écrit. Tant que le film, il est bien, j'en ai vraiment rien à foutre. Mais elle s'est tellement fait défoncer pour ça que ça... ça m'a saoulé, quoi. Franchement, c'est pathétique. Le problème, c'est que voilà, ça joue comme t'aimes la série, surtout. Ça peut jouer sur... Mais le pire, c'est que ces gens-là, quand tu cliques sur leur profil, c'est pas des gamins, quoi. Non, c'est des parents avec des enfants et tout, tu vois. Putain, mais ils ont que ça à foutre. C'est triste, hein, parce que moi, des fois, je vois même des mecs... des cinéphiles et tout, jouer sur Twitter, putain, laisse tomber. Tu vois des messages toxiques où ils insultent des gens comme ça, genre tel réalisateur, il a fait ce film qu'ils ont pas aimé, c'est un enculé, machin. Et tu cliques, le mec a 45 ans, quoi. Tu vois, c'est pas toxique, comment dire, c'est pas l'ado qui... ça aussi, il faudrait faire un podcast entier sur les séries qu'on adore. Mais oui, c'est pas Pedro Pascal et Bella Ramsey, pour moi, c'est pas, je sais pas, moi... comment il s'appelle Tony Soprano, l'acteur, James Gandolfini, ou Michael Chiklis dans The Shield, ou le mec qui fait Walter White, j'ai un trou. Cranston, voilà. Eux, pour moi, ils sont irremplaçables. Tu vois, c'est irremplaçable. Tu les vois pas. Tu peux pas les changer par un autre acteur. Voilà, les deux, moi, je pense que tu peux les changer. Donc, au final, franchement, voilà, c'est plutôt une réussite. Elle va pas nous marquer non, c'est ça. Au fer rouge, mais on avait quelques trucs intéressants à dire dessus. Ouais, moi on attend la 3 avec impatience et puis exactement. Moi j'ai d'autres trucs à dire, c'est je vais revenir sur quelques points aussi que j'ai vu à droite à gauche. Enfin, pas que j'ai vu à droite à gauche, mais que je suppose que ça a été critiqué, c'est par exemple le nombre d'épisodes qui est un peu court. Mais ça, voilà, c'est pour moi, ça rejoint les bonnes adaptations, c'est de penser de média en média, c'est-à-dire que tu peux comme quand tu passes d'un bouquin à un film, par exemple, c'est chaud, parce que dans le bouquin, tu peux tout créer, tu vois. Par l'écriture, tu peux créer des décors de malades, tu peux créer des engins, des monstres, etc.
pareil, le jeu c'est très cher, hein, je dis pas le contraire, mais je pense que tu as plus de possibilités parce que c'est du numérique, c'est du faux, donc tu peux créer. Et là, je trouve qu'ils ont pris la bonne décision de faire peu d'épisodes pour que l'ampleur visuelle, et franchement, elle est vraiment pas mal, hein, je trouve. Visuellement, ça claque, bien sûr. Donc au début, je me disais, putain, des fois, tu vois épisode. Un peu le fond vert, mais c'est pas pour une série, franchement, ça va largement. Et voilà, donc ça, je trouve, encore une fois, bon travail d'adaptation là-dessus, parce que le travail d'adaptation, c'est pas que narratif, c'est aussi au niveau budgétaire à s'adapter justement à son média, quoi. Petit mytho des créateurs qui avait dit qu'il y aurait plus d'infectés, parce que ça avait été critiqué dans la saison 1 qu'il y avait pas assez d'infectés. Mais t'inquiète, dans la 2, il y en aura plein. Faux. Il y en a eu au début. Il y en a beaucoup moins que dans la 1. Je trouve qu'il y en a. Infectés ? Ouais. Ah oui. Ah, dans la 1, tu as carrément une scène où tu as une vague d'infectés qui foncent. Elle y est là aussi au début de la saison. Ouais, t'en as moins quand même. Oui, elle y est, mais faux. Ouais, allez, à part égale. Mais pas du tout, il y en aura plus, quoi. Oui, non, c'est Après, vrai. j'en ai rien à foutre, perso. Mais j'ai compris. Juste, ça m'a fait tiquer. Il y a plus de scènes d'action. Il y a un peu plus il y a pas mal de scènes d'action, mais infecté, il y en a autant, voire moins, quoi. Tu vois, là, c'est tout. C'était juste le truc marrant, le truc qui m'avait fait rire après. Et voilà, après, j'avais juste fait un point pour me dire que ce genre de jeu narratif, avec Fallout qui est sorti là récemment, je trouve que du coup, on part sur un truc où on a eu 30 ans d'adaptation dégueulasse de jeux vidéo en cinéma. Est-ce que les séries, c'est pas la bonne. Après Fallout, je trouve que l'adaptation, elle est super réussie dans le fond. Dans l'esprit et tout. Les personnages ils sont vraiment bien, mais visuellement c'est trop propre pour du Fallout. Alors moi j'ai vraiment adoré Fallout bien plus que Last of Us. Quand ils sont dehors et tout. Mais est-ce que c'est pas le truc du jeu? Moi je connais pas, en fait, je pourrais pas trop te répondre, je connais pas très bien les jeux. Je dirais pas les terres désolées, tu vois. Est-ce que l'eau elle est propre, rien que l'eau. Est-ce que dans le jeu elle est marron, elle est pas turquoise, tu vois. Mais tu as quand même est-ce que dans le jeu c'est pas ce côté, tu sais, un peu publicitaire des années 50 et du coup est-ce que ça justifie pas ce côté propre, enfin, je sais pas après mais le côté publicité et tout. Tu vois, on n'est pas dans un western vraiment crade Fallout. Mais dans les Fallout, le côté publicitaire années 50, c'est dans les interfaces, dans ce que tu vois à la télé, tu vois. C'est pas dans les textures, tu vois. Bon, moi, je trouvais par exemple la scène du lac avec l'espèce de créature dedans. Moi, je pense à celle-là, elle est verte. C'est vert, c'est beau. En tout cas, ça m'a pas marqué plus que ça. Et je trouvais justement que ça donnait ce charme. On n'est pas dans un truc vraiment. Après, t'as Walton Goggins, ça c'est. Niveau acting, c'est autre chose. J'adore Pedro Pascal, vraiment. Oui, Walton Goggins. Mais les trois persos, ils sont monstrueux, là. Et Walton Goggins, ça rejoint le choix de Kathleen Dever, là, qui est vraiment très bien en Abby. Dans la saison 2 de Last of Us, là, je vais loin, mais c'est deux acteurs qui jouent dans Justified. Donc voilà. Enfin, non, c'est juste pour dire que l'actrice qui joue Abby, je trouve que c'est une très bonne actrice. Génial, Justified. Elle joue si vous n'avez pas vu Justified, regardez Justified. C'est du chef-d'œuvre. C'est pour ça que, Abby, moi perso, toi aussi, du coup, vu que tu as vu Justified, mais je me suis jamais posé la question est-ce qu'elle va être bien ou pas l'actrice, parce qu'on la connaît d'avant. Donc ça m'a pas gêné. Voilà. Enfin, pour moi, j'étais déjà acquis à la cause de ce choix. C'est une très bonne actrice. Sauf. Il va falloir qu'il change ça, mais ça, c'est. Ça m'a un peu fait tiquer à la fin, mais ça, c'est pas elle. Je pense que là, je vais faire un tweet. Là. Je pense qu'à la fin, elle a un peu la démarche de Abby du jeu, mais ça colle pas, quoi. Parce que Abby du jeu, c'est cette démarche, c'est qu'elle fait. C'est une armoire à glace, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, Kathleen Dever, elle est petite, quoi. Et voilà, il faut juste qu'il change ça au niveau de. Ça m'a pas fait tiquer, non. C'est pas la faute de l'actrice, c'est la direction d'acteur, mais bon, je trouve que ça colle pas. Et qu'ils arrêtent de marcher en plein milieu de la rue, là. Oui, voilà, arrêtez de discuter, là. Putain, mais il y a des snipers et des zombies qui peuvent sortir de nulle part. Tu as un truc à rajouter au niveau des adaptations, tout ça? J'ai un truc à rajouter, mais ça, c'est vraiment des questionnements parce que j'ai pas les réponses. C'est-à-dire que. Est-ce que la saison 1 a réussi dans ses intentions à rendre impactant ce qui se passe au début de la saison 2, c'est-à-dire la mort de Pedro Pascal. Est-ce qu'ils ont bien préparé le terrain, tu veux dire? C'est ça. Moi, je pense... Alors, le truc, c'est que au niveau d'impact émotionnel, j'ai tout eu où il fallait, si je fais le parallèle avec les jeux, mais toujours à moins d'intensité, tu vois, en deçà, parce que je savais ce qui se passait, tout ça. Je trouve qu'ils ont réussi parce que j'étais pas bien quand même, quand elle lui plante le truc dans le cou et tout. Oui. Et qu'elle hurle, franchement, elle est assez violente. Voilà, c'est pas édulcoré en tout cas. Non, c'est pas édulcoré. Après, oui, c'est vrai. Moi, ce que j'ai trouvé impactant, c'est que je ne m'attendais pas. Je pensais qu'ils allaient vraiment étaler et je ne pensais pas qu'ils allaient se faire buter là. En fait, c'est vraiment comme au début, comme dans le jeu. Ça m'a surpris. Mais voilà, parce que la saison 1, je sais qu'il y avait 2 épisodes un peu spin-off. Il y avait 9 épisodes, 2 spin-off. Donc ça faisait que 7, vraiment sur la relation, que 7 épisodes. Que 7, le chiffre 7, hein, pas 7. Oui. Ça ne faisait que 7 épisodes sur la relation entre Pedro Pascal et Bella Ramsey.
Voilà, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il fallait que ça marche? Est-ce qu'il fallait prendre le risque de le rendre trop attachant et qu'après les spectateurs ça les déroute? Oui, je vois. Il y a plein de questions à se poser. Après, un défaut que je pourrais relever aussi, c'est que certes, on reprend les scènes clés avec les flashbacks de Joël, pardon. Ce qu'il y a, c'est que dans la série, comme tu joues, des fois, tu le vois pas pendant 4 heures. Dans le jeu, tu joues. Pardon, excusez-moi. Dans le jeu, tu joues pendant 4 heures et tu le vois plus Joël. Ouais. Alors que là, dans la série, tu le revois trop souvent et tu ressens plus le manque, en fait. Non. Parce que tu le vois presque dans tous les épisodes, même s'il est mort. C'est vrai. Alors que dans le jeu, certes, tu revois certains flashbacks qui servent à la narration et il faut qu'il soit là. Mais ça se trouve, tu joues 6 heures, tu le vois pas. Oui, parce que dans le jeu, ce qui est bien foutu, enfin là, ils ont essayé dans la série, mais Pedro Pascal vit à travers ce que va vivre après Abby, putain. Pedro Pascal vit dans le jeu, enfin le perso de Joël vit dans le jeu à travers ce que va vivre Ellie après. Pedro Pascal dans le jeu. Oh putain. Ouh là là. En fait, Joël et Joël du jeu et du film, hein, et de la... ta gueule. Joël du jeu et de la série, il vit un peu à travers ce que va vivre Ellie. Dans ces étapes, genre surtout avec la guitare par exemple, tu vois, il y a des scènes de guitare et ça fait vivre les souvenirs sans qu'il apparaisse à l'écran, et ça c'est cool. Petit détail que j'adore, c'est que, comme dans les jeux d'ailleurs, c'est le refond d'un truc, ils chantent pas très 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 bien. Ouais, et ça les rend encore plus vrais, plus touchants les moments où ils chantent. J'adore. J'aime pas dans les séries ou dans les films où ils prennent la guitare, ils chantent un petit truc et ils chantent comme des ténors, tu vois. Oui, non, c'est vrai que... Donc c'est le petit côté fébrile dans la voix, ça marche bien. Bref, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est un bon petit détail. Non, je crois que j'avais fini de toute façon, voilà. Non, c'était pour dire, est-ce que au niveau de l'impact, est-ce que la saison 1 a rempli son contrat? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que personnellement, oui. Hein. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce que tu as des recommandations Ah oui, j'avais noté. Ouais. Oui. Moi, j'en ai une. Si on peut rester un peu dans le même thème, si vous voulez voir une série, ça n'a rien à voir en termes de style, tout ça, avec The Last of Us, mais il y a un peu le thème... ça met un peu à mal ta boussole morale, tu sais pas si les persos sont sympas, pas sympas, c'est Barry. Ah ouais. La série Barry, c'est HBO aussi Barry, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc série HBO, Barry, avec... putain, comment il s'appelle déjà? Ah, merde. Putain. Bill Hader, voilà. Donc comique d'habitude. J'adhère donc à la série. Oui, j'adhère. Oh là là, ridicule. Donc Bill Hader qui d'habitude joue plutôt dans les comédies. Ouais. Et on va pas se cacher, Barry c'est très comique. Hein. Oui. Il y a des scènes vraiment avec des persos décalés et tout, c'est vraiment drôle. Ouais. C'est aussi tragique, c'est aussi voilà. Et pareil, c'est le personnage, ça c'est un personnage de tueur à gages. Ouais. Qui veut prendre sa retraite parce qu'il en a marre de tuer et il veut faire du théâtre. Ouais. Voilà. Un truc un peu con, mais voilà. Et ça amène plein de quiproquos, plein de trucs. Il doit cacher son identité, il tombe amoureux d'une femme. Enfin, bon, je vais pas vous raconter la série, je vais surtout pas vous la spoiler. Mais sachez qu'il y a 3 saisons, pour moi, c'est 3 chefs-d'œuvre. Je crois qu'il y en a 4. Hein. Ah oui, 4, pardon, excuse-moi. Ouais. Et c'est fini, hein. Ouais. Donc 4 saisons, c'est terminé. C'est un vrai chef-d'œuvre. Et pareil, ça mettra à mal votre boussole morale, vous n'allez jamais savoir vos repères. Voilà, vos repères, si les persos ils sont censés s'aimer, se détester, bref. Donc sur ce thème-là, j'ai fait un petit parallèle pour pouvoir la recommander, mais franchement, Barry, série HBO, allez-y, c'est de la grosse bombe. Ouais, moi je te suis à 100%, c'est une tuerie, une des meilleures séries. Ouais. Donc, là, pour le coup, je vois pas qui d'autre, à part Bill Hader, qui pouvait jouer le rôle de ce tueur-là. Et toi, t'as recours moi j'ai noté un truc vite fait, ça me tue parce que je fais des recos sur des trucs que tout le monde a déjà vu 50 fois. Enfin, c'est pas grave. Pas 50 fois, mais il vient de sortir, c'est Astérix de Alain Chabat. Ah oui, Alain Chabat. Ouais. Je vais faire vite parce que j'ai des notes. En vrai, on pourrait faire un podcast entier dessus parce que pour moi c'était une grosse claque. Ouais. Alors moi je suis vraiment fan d'Alain Chabat, je regarde tout ce qu'il fait. Et bon, ce mec-là, il sait tout faire, quoi. C'est-à-dire, il a fait les nuls, qui étaient des sketch shows. Il a fait des films en réalisateur. Il a fait des films en acteur. Il a fait des émissions de télé qui sont géniales. Moi, je suis un gros fan du Burger Quiz. Ouais. Qui ne l'est pas. Ouais. Et là, maintenant, il fait de l'animé. Et il fait Astérix. Hein. Bon, on sait, il revient un peu... C'est un peu le retour du roi. Parce que le film qu'il avait fait, c'est toujours considéré comme le meilleur film. Ouais. Et voilà, et pour moi, c'est... Bon, je lis mes notes, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai vu, donc je n'ai pas non plus tout en tête, mais c'est un truc déjà que j'ai envie de revoir. Quand je l'ai fini, j'ai pris la BD. Je connais pas très bien les BD. Je les ai toutes chez mes parents, mais... J'ai plus trop de souvenirs, ou alors j'ai pas tout lu, mais j'ai pris la BD cash
Et je me suis dit, putain, mais dès que ça finit, j'ai juste envie qu'ils fassent tous les épisodes. Bon, ce serait impossible, parce que le budget, il doit être faramineux, mais tu as juste envie qu'ils refassent tous les épisodes de la BD, mais en animé. Donc, ce que j'ai noté, c'est que, bon, déjà, modèle, scénarisation, réalisation, pour moi, c'est presque cinématographique. Hein. Je me rappelle plus de Astier, mais je pense que ça tient la dragée haute aux Astier qui sont sortis au cinéma. Oui, bien sûr. Ouais. Il me semble que, ne serait-ce au niveau de l'animation et de l'impact, et aussi, en fait, c'est très cinématographique parce que c'est que 5 épisodes. En fait, c'est juste un long film. Hein. Tu vois, c'est ça. C'est un peu comme film de 2h20. Il s'est pas dit, je vais faire une série de 12 épisodes, le format classique. Juste, est-ce que tu as vu le dessin animé à la fin du derniil épisode ? Ah non, je l'ai pas vu. À la fin du dernier épisode, tu laisses le générique et il y a un dessin animé sur YouTube. Mais génial. Ouais, génial. Il faut que je le vois. Non, ça, je l'ai pas vu. Donc voilà. Alors moi, en fait, aussi, ce que j'ai noté, c'est bon. Alain Chabat, dernièrement, il avait fait donc Burger Quiz saison 2 et il avait fait le Late Show, qui m'avait un peu déçu, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il a... C'est pour ça que c'est intéressant qu'il vienne sur une série, c'est que même sur les émissions de télé, il a ce truc de faire une espèce de comment dire... Il a les codes de la série télé, en fait. Tu vois, Burger Quiz, la dernière saison, c'est... Limite, chaque épisode, il y a un concept différent, tu vois. Ouais. Et j'adore le fait qu'il mixe ça, et du coup, je trouvais ça... pertinent qu'ils viennent sur une propre série télé. Ouais, bien sûr. Donc voilà, je disais, donc c'est exploitable au cinéma pour moi, que ce soit au niveau du récit et au niveau de la réalisation. C'est trop drôle. Je trouve qu'il y avait plein de détails. En fait, c'est pour ça qu'il faut que je revoie. Il y a rien que les noms, plein de blagues. Les noms qu'il a trouvés. Ouais, c'est ça. Puis les références et tout. Préfixe, arrête d'essayer de doubler suffixe. Fast and Furious. Ça peut me faire rigoler. Fast and Furious, c'est 3 heures. Ça. Ouais, non, pour moi, c'est une réussite à tous les niveaux. Oui, j'avais noté. Même en termes, voilà. En fait, ça rejoint Last of Us parce qu'on est dans une adaptation. Ouais. Et putain, mais parce que j'ai relu la BD après, je me suis dit, ouais, mais putain, en termes d'adaptation, c'est monstrueux parce que déjà, il y a plein de trucs qui sont pas dans la BD, mais à un moment, il y a carrément un gag. C'est quand il y a un des Romains qui boit la potion et qui s'envole. Oui. Ça y est dans la BD. Ouais. Mais à la fin, c'est utilisé pour résoudre carrément le climax final. Et ça y est pas dans la BD. Enfin, tu vois, il a pris un gag de la BD, il a rendu ça sublimement écrit en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, juste ça, je trouvais ça monstrueux. Il a fait l'intro avec la scène que tout le monde connaît, mais qu'on n'a jamais vue. Ouais. Et il te fait un suspense là-dessus. Tu sais ce qui va arriver. Il va te faire un suspense là-dessus sur Obélix qui tombe dans la potion magique. C'est purement de la mise en scène en plus. C'est purement de la mise en scène. Ça aussi, je trouvais ça impressionnant. Et bon, il y a 10 000 choses à faire. Franchement, on pourrait faire un podcast dessus. Même l'iconisation, j'ai noté des persos et fabuleuse, hein, parce que les persos sont drôles, mais dans l'action, ils sont badass. Genre Obélix, à un moment, il y a un plan où tu vois les Romains qui sont de face. Ouais. Ils font face à l'armée et derrière tu vois les boucliers des Romains qui sautent. C'est monstrueux quoi. Enfin, moi j'ai adoré aussi, mais j'ai quand même 2-3 réserves, c'est-à-dire que je trouve que ça manquait un peu de folie. Ah ouais. Alain Chabat, Mission Cléopâtre, il a cassé le truc pour se l'adapter à mort. Oui. En fait, il a fait du Goscinny, mais à sa façon. Oui, c'est-à-dire qu'il a mis des références et tout comme il faisait Goscinny, mais à sa façon. Moi, je trouve que c'est ça là-dedans aussi. Hein, et dans celui-là, je trouve c'est un peu moins. Alors, c'est pas le mot, hein, je vais dire lisse, mais c'est pas du tout lisse. Hein, mais c'est un peu légèrement plus lisse, je trouve. Ouais. En fait, il a pas poussé. Dans Mission Cléopâtre, il a poussé les murs. Là. Il a vraiment fait un truc. Voilà. Il s'est imposé dans le truc. Et là, je trouve que c'est un peu moins. Après, je sais pas. Peut-être parce qu'il y a eu 20 ans depuis, peut-être qu'il y a eu la Astier avant, je sais pas. Enfin, je trouve qu'il manquait un tout petit peu de ça pour chipoter, parce que j'ai trouvé ça vraiment bien. Et aussi le doublage Alain Chabat en Astérix, je sais pas trop. Ouais. Et alors, surtout Obélix. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Alors moi j'aime bien Gilles Lelouch, j'ai rien contre lui, mais en Obélix, j'ai pas trop aimé. Je trouve excellent. Et Astérix, non, ça aussi c'était pas. Ouais. Par contre, Thierry Lhermitte en Panoramix, j'ai bien aimé. Ouais, monstrueux. Mais moi j'ai noté, en César, c'est Laurent Lafitte. Laurent Lafitte en César. Ouais. Il y a un grand méchant. Là, j'ai été surpris aussi, parce que c'est pas un acteur que je suis spécialement, qui est pas dans la BD. Je sais plus quoi, c'est Fast and Furious. Fast and Furious, ouais. C'est Fred Testo qui le fait. Fred Testo, j'ai pas reconnu. Pareil, mais c'est pour ça que je me suis dit, putain, mais je sais pas ce qu'il fait en acteur, mais qu'il fasse du doublage, hein, parce qu'il est d'une perfection absolue. Ça, c'est génial. Moi j'adore Lelouch, même dans le film, j'ai pas aimé où il a joué, mais je trouve qu'il a pas la carrure d'Obélix, mais je trouve qu'il joue bien le côté un peu bougon, un peu presque enfantin. La voix, je trouvais que. Après, Et Chabat, moi le problème que j'ai avec Astérix, c'est toutes les adaptations d'Astérix, j'ai un souci. Alors il y a Roger Carrel qui est culte, et Astier l'a repris.
Mais en vrai, j'arrive pas à savoir quel âge il a, j'arrive pas à savoir quelle voix il devrait avoir. Je pense que c'est fait exprès. Hein. Ouais, mais tu vois, du coup, Chabat, je comprends que ça puisse gêner, parce que lui, il le joue un peu de façon assez jeune, hein, dans la façon de dire. Et voilà, et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, moi, je suis un fanboy de Chabat, donc je vais le défendre là-dessus. Je me suis dit, en fait, l'idée qui est bonne pour les Astérix, et qui a commencé avec Guillaume Canet sur l'Empire du Milieu, c'est tout simplement le mec qui crée le film, bah, c'est lui qui fait Astérix, tu vois. Ouais. Et ça m'aurait pas choqué que Astier le joue. Bon, il a pris Roger Carrel, parce que maintenant qu'il est mort, tu vois, si Astier devait refaire Astérix, ça me choquerait pas que ce soit lui qui le fasse, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais... Après, là où il a été malin, Alain Chabat, dans l'adaptation, c'est que le fait d'avoir repris le passage où tu le vois quand il tombe dans la potion, quand il est petit. Tu sais, il y a eu un album sur ça, qui est sorti bien plus tard. Ah, d'accord, je sais pas. Oui. Alors, je sais pas s'il est canon, s'il a été écrit par Goscinny, je sais plus. Mais je sais qu'il y a un album qui existe qui s'appelle. Il y a cette scène. Le jour où Obélix s'est tombé dans la marmite. Je pensais que c'était. Alors, je sais pas si c'est adapté. Je sais pas s'il a tout inventé. Je sais pas, mais le fait qu'il te montre cette scène au début, ça. Parce que chaque Astérix, quand tu ouvres un Astérix, tu prends un truc en cours. Ouais. Tu vois, c'est un serial. Oui. Là, le fait qu'on voit ça, ça fait vraiment un truc unique. Ouais. Tu vois, il assoit le truc, il y a un début, on dirait que c'est leur première aventure. Exactement. Voilà. Et ils pensent par la même occasion aux gens qui connaissent pas Astérix. Tu vois, il fait une intro de gens qui arrivent dans l'univers d'Astérix. C'est pour ça Astérix. que ça va cartonner à l'étranger et que ça marche bien d'ailleurs à l'étranger. Ouais. Donc ça assoit vraiment le truc comme étant un truc à part. Et il développe le personnage. Voilà, exactement, bien sûr. Et du coup, j'ai trouvé ça super pertinent d'avoir fait ça. Ouais. Et voilà, non, pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs trucs qu'il a fait, je trouve. Pour moi, il s'est quand même réapproprié le truc, parce que je prends l'exemple d'une vanne qu'il fait au début avec la recette de la potion magique. Et c'est Obélix qui rajoute des ingrédients. En fait, bon, ça c'est en plus, je sais pas si dans les BD c'est ça, mais c'est Obélix qui crée la potion magique, en gros, parce qu'il rajoute des ingrédients au hasard. Et Panoramix lui dit, qu'est-ce qu'il a rajouté? Et il dit, j'ai rajouté un homard et une fraise. Et donc la vanne, homard et fraise. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est un jeu de mots et tout, mais putain, c'est Canal+, Omar et Fred, tu vois. Et Chabat, c'est Canal+, tu vois. Enfin, je trouve que, je sais pas, c'est une blague, mais il y a quelque chose derrière, tu vois. Et c'est l'essence d'Alain Chabat qui est derrière. Juste une blague comme ça qui passe sur un jeu de mots. C'est des trucs tout con. Et moi, je trouve que, bon, je dirais pas que toutes les vannes, il y a un truc comme ça, une historique derrière et tout. Mais voilà, c'est pour ça, enfin, moi, je trouve ça, c'est du génie absolu. Non, mais c'est fort. Là, dernièrement, j'ai vu une interview... justement pour la sortie du film, et on lui a demandé est-ce qu'un jour vous allez refaire un truc avec les nuls au complet, tu vois, avec Farouja et Chantal Lobby. Et il a dit on a déjà discuté, mais en fait le seul truc, on tourne autour d'une seule idée, on n'a jamais trouvé la formule, mais si un jour on revient, ça sera avec cette idée là que en fait on fait le truc qu'il fallait pas faire. Ils mettent en abîme le truc qu'il fallait pas faire. Génial. Et son cringe. Tu vois, faire un truc cringe en disant allez, on va refaire les nuls, ils le font mal, tu vois, et jouer sur la gêne. C'est la meilleure idée. C'est ça qui est absolument génial. Et d'ailleurs, ça rejoint, c'est ce qu'il fait maintenant. Moi, ce que j'adore à Alain Chabat, c'est que des fois, il n'y a même pas de vanne. Il fait un truc pendant 20 minutes. Il y a un épisode de Burger Quiz où ils font un épisode hommage à comme si Gérard Darmon était mort, tu vois. C'est complètement con. Et il parle pendant 20 minutes de Gérard Darmon, il n'y a pas de vanne et tu es plié pendant 20 minutes, quoi. Et c'est pareil dans le Late Show, le tout premier épisode du Late Show, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu aucun. C'est avec Jean Dujardin en invité. Et la vanne, c'est que Chabat, lui, il est fan des Late Show américains. Et là, il sait pas quoi dire, en fait. Il est en animateur, il sait pas quoi dire. Il y a que des blancs, enfin, tu vois. Voilà, ça rejoint ce que tu dis. C'est génial. Il faudrait qu'il fasse cette idée-là, ça serait cool. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a assez dit là. C'est pas mal, nickel. Voilà, donc Last of Us 2, on recommande. C'était plutôt cool. On vous recommande aussi de regarder la série Astérix de Chabat et la série Barry sur HBO, je sais pas sur HBO Max. C'est Max, ouais. HBO Max, ils ont appelé HBO Max. Oui, HBO Max ou Max, je crois que c'est redevenu HBO Max, ouais. Bon, bref. Ouais. Donc voilà, prenez l'abonnement gratuit, matez-vous les 4 saisons. Et puis... le mois gratuit, pardon. Ouais. Matez-vous les 4 saisons de Barry. Voilà. Bah écoutez, on vous dit à bientôt. On sait pas quand on va revenir, comme d'habitude. Si on mate un truc ça se trouve la semaine prochaine, ça se trouve dans un mois, on verra bien. Voilà, plus tout le monde, ciao. Allez, ciao.